Henri Kissiel, bonjour pour ce nouveau Yiddish Glick. Bonjour Lise, bonjour à tous. Aujourd'hui, vous allez nous présenter une légende française aujourd'hui disparue. Bien qu'il se soit retiré de la scène à l'âge de 42 ans, cet artiste alternera durant sa carrière des chansons sentimentales ou engagées et popularisera notamment de nombreux poèmes de Louis Aragon. Ah, là, ça commence à se rapprocher. Ouais, on commence à deviner. Considéré à l'instar de Ferret, Brassens ou encore de Brel comme l'un des grands noms de la chanson française, il s'agit, Henri... Il s'agit de Jean Ferrat. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine À Créteil. À Créteil. Alors voilà, en fait, on va parler de Jean Tenenbaum. Mais oui. C'est son vrai nom. Il est né à Vaucresson en 1930. Il est le fils de Michal Tenenbaum, un juif russe immigré en 1905 et qui a été naturalisé dans les années 30. Oui, il faut savoir qu'il s'était engagé, en fait, comme beaucoup de juifs étrangers, dans la Légion étrangère au moment de 14-18. Et il est issu d'une famille avec... Sa maman est une Parisienne qui vient d'une famille auvergnate. Et pendant la Première Guerre mondiale, il était en réalité un ouvrier joaillier. Et il est affecté, en fait, comme engagé dans un atelier d'aviation. Et c'est à cette époque qu'il va rencontrer sa future épouse, qui est, elle, ouvrière dans une entreprise de fleurs artificielles. C'est ma môme, hein. Oui, et qui s'appelle Antoinette Malot. Exactement. Et à l'époque, ses parents de Michal, ils habitaient encore au 132 de la rue de Turenne. Vous connaissez, Élise, un peu À Bisselay, un petit peu. Alors, peu après la fin de la guerre, la famille s'installe à Vaucresson. Michael est artisan joaillier, il compose pièces et parures pour des commanditaires parisiens. Un façonnier. Il est façonnier, mais dans la joaillerie. Exactement. En 1935, la famille s'installe, tenez-vous bien, à Versailles. Ils auront 4 enfants. Chez les Tenenbaum, on apprécie la musique et le chant. Et Jean Ferrat confiera « Mes parents m'ont communiqué leur passion de l'art. Ils allaient souvent à l'opéra comique et ma mère, qui avait une jolie voix de soprano, chantait parfois l'Acmé. Ou Manon, en yiddish, on dit la petite pomme tombe pas loin de l'arbre. » Exactement. Et c'est un enfant qui a été évidemment, et plus tard un adulte, très marqué par l'occupation de la France, par l'Allemagne et par la Seconde Guerre mondiale, on va le voir. En fait, son père, en 1939, il s'engage à nouveau. On connaît bien ça dans la culture ashkénaze. Bien sûr. Le drapeau français était très important. Et on lutte. Exactement. Et il est touché à son tour en 1940 par les mesures anti-juives du statut des Juifs sous Pétain. Et en 1942, le voici, comme tant d'autres Français, astreint au port de l'Étoile jaune. Mais hélas, Michal, il se croit protégé, ça nous rappelle des histoires. Bien sûr. Parce que, vous savez, il est déjà français depuis 28, et puis il est marié avec une non-juive. Et il a fait la guerre de 14, et engagé, mais ça ne marche pas. D'ailleurs, les gens croyaient que Pétain allait les sauver. Et peu après, durant l'été 42, il va être à son tour arrêté, comme tant d'autres, puis déporté par le convoi 39 du 30 septembre 42 à Auschwitz. Il était passé par Pipidier et Drancy, et un truc fou en faisant cet article, je me suis rendu compte qu'il était dans le même convoi que mon grand-père Aaron Kicilevski. Ah oui. Et voilà, donc Michal va disparaître et va être assassiné en 1942. D'ailleurs, on écoute un témoignage, le seul où il parle de son père. Mon père a été arrêté pendant la guerre. Il était juif, il portait l'étoile et il a disparu de notre univers familial. Pas tout de suite définitivement, puisqu'il a été interné dans les camps d'internement en France, Pithiviers, Drancy, d'où il est parti pour une destination inconnue à l'époque. Et donc, dans la famille, on n'avait plus de nouvelles, mais on espérait toujours le voir revenir. Et bien sûr, il n'est jamais revenu. Il a été déporté à Auschwitz et il est mort là-bas peu de jours après son arrivée. Et on a eu confirmation par le ministère des anciens combattants en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils
ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. Nuit et brouillard, bien sûr. Oui, qui fait référence au film d'Alain Resnais. Il y a une petite polémique parce que les anciens déportés n'ont pas toujours aimé cette chanson, parce que dans cette chanson, il fait état de Jean-Pierre, Natacha, Samuel, exact, qui priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. Oui. Et alors que, faut bien le dire, la grande majorité, c'était pas Vishnu. Auschwitz, c'est surtout c'était des les millions de Juifs. Mais donc, bon, on lui pardonne. Voilà. Alors, Jean et sa famille, après-guerre, vont se cacher chez des militants. Chez des militants communistes. Puis sa mère, sa sœur, ses frères et lui se réfugient en zone libre à Font-Romeu. Jean y reste plus d'1 an, puis retournera vivre en 1943 à Versailles avec sa tante. Il n'a alors que 13 ans, Henri. Et oui, en 1944, sa famille le fait revenir dans le sud parce que c'est la libération. Mais là, ça a failli très mal se finir fin 1944 parce que sa sœur puis sa mère ont été arrêtés. Son frère s'est caché dans la forêt. Mais heureusement, ils ont fini par être libérés. Parce que sa maman n'était pas juive, en fait. Non, elle n'était pas juive, mais mariée à un juif, à cette époque-là, c'était pareil. Ouais. Et pour les enfants, c'était pareil. Ouais, donc, c'était rédhibitoire. Mais heureusement, il y a eu aussi une jolie France, et ça, c'est ma France. Du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche. Quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France. Ma France, Jean Ferrat. Comme beaucoup d'enfants de déportés, le souvenir de la guerre aura joué un grand rôle dans le destin de celui qui, justement, Henri, allait devenir Jean Ferrat. Oui, d'ailleurs, il a choisi ce mot parce qu'il a regardé une carte de France et il a trouvé la ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ça ne s'invente pas, et voilà comment il est devenu Jean Ferrat. Il déclare en 91 au journal Le Nouvel Observateur, « Cela vient de loin, du nazisme, de l'occupation. Nous avions alors vraiment besoin d'aide. Les communistes nous ont aidés, nous ont hébergés, nous ont trouvé des planques. Ils ont recueilli ma mère, mes sœurs. C'était des gens admirables, toujours du côté des humbles et des faibles. » Alors après la guerre, il va faire plein de boulot. Il n'a pas de diplôme, il doit s'arrêter pour aider sa famille. Le père n'est plus là. Et il va prendre des cours du soir, d'ailleurs, au conservatoire pour essayer de devenir un ingénieur chimiste. Mais en fait, sa passion, c'est le théâtre et la musique. Alors au début, il va commencer à jouer dans des petites troupes, quelques chansons. Mais il tente même quelques auditions, mais sans succès. En 1954, il quitte enfin le métier de chimiste pour pouvoir se consacrer pleinement à la vie artistique et à la chanson, menant alors une vie de bohème et fréquentant les cabarets parisiens. En 1956, il met en musique des poèmes de Louis Aragon, dont il est un admirateur, et se produit au cabaret La Colombe, en première partie de Guy Béard. Écoutez. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison. On adore. Alors le voici donc devenu Jean Ferrat. Il va commencer à avoir une vraie popularité. On va dire qu'il a été créé avec Aragon. Ça a été vraiment sa signature. Mais aussi avec ses propres chansons. On a entendu Nuit et brouillard, ça c'est complètement lui. C'est lui. Oui. Et ça lui vaut à ce moment-là une popularité, un prix à la SACEM, des premières parties d'un certain nombre d'artistes. Même Zizi Jeanmaire l'a pris en première partie, si vous dites. Alors que c'était pas le même style de chansons, c'est sûr. Et bien voilà, mais Aragon, ça va vraiment façonner, influencer sa carrière. Et il va butiner dans ses œuvres en les retravaillant
en les reciselant, et à tel point qu'Aragon va dire lui-même que ses chansons lui appartenaient plus vraiment, mais il approuvait totalement. Bien sûr. Un grand nombre de Français se reconnaît très vite dans les chansons de Ferrat, sensibles à son sens de la révolte, de l'indignation ou de ses convictions. Une partie d'entre eux s'en est inspirée à cette époque pour apprendre à envisager le monde social autrement. Ces thèmes abordent aussi bien l'amour que les luttes sociales et lui valent encore aujourd'hui le surnom de l'un des premiers chanteurs engagés. On peut dire que c'est un influenceur de la politique des années 60 Mais et 70. oui, tout à fait. Ça a été un compagnon de route du Parti communiste. On a vu à quel point le Parti communiste l'a marqué, puisqu'ils l'ont sauvé, il faut bien le dire. Bah oui, pendant la guerre. La résistance mais il n'en a jamais juive été communiste. membre, et il a même pris des distances quand il le fallait, si on peut dire ainsi. Une première fois en 69 dans la chanson. Avec l'URSS, il a pris. Voilà, notamment une chanson qui s'appelle Le Bilan à la fin de sa vie. Mais en 69, c'était la chanson Camarade où il va dénoncer l'invasion de Prague par les troupes russes. Oui, C'est on un écoute. joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais, qui marie cerises et grenades au sang-fleur du mois de mai. Pendant des années, camarade. Camarade Jean Ferrat, on ne s'en lasse pas. Toujours avec ce grand sourire aux lèvres, l'œil pétillant, Jean Ferrat est souvent montré comme un homme simple, surpris du succès de ses chansons, proche de son public. Son choix d'habiter à Ivry en HLM dans les années 60 en témoigne. Le chanteur veut rester proche des ouvriers. Ce sera donc l'un de ses grands malheurs que de sentir ses idéaux communistes trahis en pleine guerre froide ou plus tard avec la gauche au pouvoir en 81 sous Mitterrand. Fidèle à ses espérances, le message de ses chansons restera néanmoins toujours un hymne à l'espoir, Henri. Oui, et de même, on peut dire que ça a été un écologiste bien avant que ce soit à la mode. Et il a toujours milité à sa façon des préoccupations environnementales, en particulier sa volonté de défendre la beauté, le paysage, de vivre avec la nature. Et il disait, je me demande ce qui restera d'une civilisation qui veut aller sur la Lune, mais qui sait même plus faire la soupe. C'était en 1964. La montagne. La Ils montagne. quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ça n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer? En voyant un vol d'hirondelles. Tout le monde chante à la radio, dans les postes chez soi. Oui, Alors la comment ne révolte pas chanter de Jean Ferrat, en fait, elle va jamais cesser. C'est un révolté et un blessé de la vie, évidemment. Il est l'un des rares artistes à avoir gardé cette intégrité, cette ligne de conduite sans jamais dévier. Peut-être sans doute trop pour certains. Hein. Il était quand même un peu marqué idéologiquement. Mais dans les années 60-70, en fait, ses chansons vont être très censurées. Moi, je dirais presque que ça lui a fait, d'une certaine façon, ça a construit sa légende Oui, et sa c'est vrai. réputation. Et malgré ses engagements, je pense qu'il a quand même rencontré un public au-delà des clivages idéologiques, parce qu'avec cette voix profonde, avec ses chansons poétiques et toujours en restant populaire. Alors Jean Ferrat écrivit et créa ainsi plus de 200 chansons. Il eut de nombreux interprètes célèbres et non des moindres, de Juliette Gréco à Philippe Clay, Michel Arnaud, Cora Vauquer, tous les grands de son époque, Pia Colombo, Daniel Guichard et bien sûr Isabelle Aubray, sa grande amie. Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà beau, et son cri par-dessus tout, que c'est beau
c'est beau la vie. Que c'est Elle, beau elle la a vie. fait de jolies versions, Isabelle Aubray, Oui, de cette chanson. mais je crois qu'il l'avait écrite quand elle avait eu son accident de voiture et pour la soutenir. Alors en 1972, Jean Ferrat est à son apogée. Il rompt soudainement avec la maison de disques Barclay et se fait plus rare. Il est fatigué par 10 années de scène. Malgré son succès, il se retire des scènes parisiennes pour aller vivre paisiblement en Ardèche avec sa femme Christine, tout en continuant à composer et écrire des chansons. Et il fera d'ailleurs de très beaux albums. Il avait acheté dans cette région, quelques années plus tôt, une ferme perdue au milieu de 20 hectares. Et ils vont vivre désormais entourés de leurs chiens, de leurs chats, tout en continuant à produire des disques et des chansons, mais plus de scène désormais. Alors ce chanteur, symbole par excellence de l'engagement politique de gauche, Jean Ferrat est aussi l'un des géants de la chanson française à texte. Si l'image de l'auteur-compositeur-interprète politisé domine dans ses mémoires, l'homme reste pour autant celui qui a su faire vibrer le cœur de nombreux Français avec ses merveilleuses chansons et faire aimer ou découvrir la poésie à de nouvelles générations, Henri. Oui, et Jean et Christine, désormais devenus, on va dire, ce qu'on appelait alors un couple libre, s'éloignent peu à peu l'un de l'autre, mais ils continuent de partager cette propriété d'Entraigues. Et Jean, il vit désormais avec un autre grand amour de sa vie. Il s'appelle Colette Lafont, c'était une prof de gym. Et tout en continuant de prendre soin de son épouse Christine, qui va tomber gravement malade et que Jean Ferrat va accompagner jusqu'à son décès. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi sur les choses humaines et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi, comme on boit aux fontaines, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines, comme au passant qui chante, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi, jusqu'au sens du frisson. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? On chante avec, c'est impossible de ne pas chanter Oui. avec Ferrat. Et avec Aragon, parce que avec Aragon, c'est évidemment. magnifique thèse d'Aragon qui a été le centre, encore une fois, de son identité artistique. On souhaite à tous les poètes d'être mis en musique comme Ferrat l'a fait pour Aragon. Et son engagement politique, en fait, va peu à peu s'épurer pour faire place, on va dire, à un militantisme plus humaniste, moins dogmatique, j'ai envie de dire enfin, et en faveur de la paix. On ne le voit plus guère, si ce n'est à la fête de l'UMA. Là, il a été toujours fidèle à ses amis communistes. Et puis, dans quelques émissions de télévision, heureusement qu'il y a eu Michel Drucker et quelques autres pour l'interviewer. Il n'aspire dès lors qu'à mener une vie paisible dans son village ardéchois d'Entraigues, dont il est l'un des élus municipaux et auquel il apporte la célébrité. Son dernier album studio en 1994 sera aussi un ultime retour à Aragon avec 16 poèmes inédits de ce dernier. Oui, je vous invite à réécouter les albums de Jean Ferrat oui. et ces magnifiques poèmes d'Aragon dont on se lassera jamais. C'est vrai. Alors hélas, à l'âge de 79 ans, lors d'une soirée à Paris, il va faire une chute fatale dans un escalier. Il va se perforer un poumon, le seul qui lui restait, parce qu'il avait déjà perdu un poumon, et se fracturer le dos. Et le voilà extrêmement affaibli. Il va contracter alors ces satanées maladies nosocomiales qu'on connaît bien, et il va être hospitalisé à plusieurs reprises. Alors son épouse Colette, sa compagne Colette, fait alors aménager la maison pour qu'il puisse encore s'y déplacer dans la mesure du possible. Alors, souffrant de lourdes complications respiratoires, épuisé, il confie un jour à sa dernière compagne « J'aimerais dormir maintenant
Alors, petit à petit, explique Colette, on a tout débranché. Jean Ferrat meurt le 13 mars 2010 à l'hôpital d'Aubenas à 79 ans, entouré de ses intimes. Alors, il chantait Aragon, on a vu, il chantait son Ardèche d'adoption, sa môme, sa montagne, l'amour, les injustices, toutes ses luttes. Sa disparition va alors profondément toucher, j'ai envie de dire, tous les Français. Et Jean Ferrat avait le sens des mots, de la justice, l'instinct sensible des poètes, mais il faut l'ajouter, et pas seulement parce qu'il était aussi ashkénaze, il avait cette sensibilité des grands blessés de la vie. C'est vrai. Alors on se quitte avec une chanson magnifique. Prophétique. Prophétique. La femme est l'avenir de l'homme. Ô combien. Ô combien, Jean Ferrat. Merci beaucoup, Henri Kissiel. Merci Lise et merci à Greg à la technique. À Greg à la technique, merci beaucoup. Le poète a toujours raison.